Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Madame Atalaya. Merci d'être avec nous ce matin Merci. sur BFM TV et RMC. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On va parler évidemment de la NUPES, du pouvoir d'achat des Français, mais d'abord l'actualité, c'est Damien Abad. Est-ce que vous demandez sa démission ? Reprenons un peu les choses, même si j'arrive à cette conclusion. Ne tournons pas autour du pot, c'est des sujets délicats, mais on sait très bien que depuis des décennies, ou certains diraient même des siècles, la parole des femmes était souvent pas prise en compte lorsqu'elles se disaient victimes de violences sexuelles. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il me semble qu'il faut qu'on soit exemplaire. Il faut prendre au sérieux. Parce que c'est difficile comme processus pour des femmes de s'exprimer. Dans ce cas précis, exemplaire, ça veut dire quoi ? Si vous étiez au gouvernement, Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, vous prenez quelle décision ? J'en arrive à cette conclusion. Je pense qu'on ne peut, dans l'État, que dire à M. Damien Abad qu'il ne peut pas faire partie du gouvernement. Peut-être le temps que la justice s'explique, enfin du moins que lui s'explique devant la justice, et que la justice prenne des décisions, que les femmes puissent, leur parole à nouveau être mieux prise en compte. Je crois qu'il y a un témoignage qui avait amené, parce qu'il y a une plainte qui a été faite, qui d'ailleurs a été peut-être traitée de manière un peu légère. Il y a une deuxième femme qui s'exprime. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, maintenant reprenons le fil, puisque j'en suis arrivé à ma conclusion. Si on agit par anticipation et que vous demandez sa démission, c'est ce que j'étais en train ça bafoue la présomption d'innocence. Donc est-ce qu'on peut s'asseoir dessus ? C'est ce que j'essayais d'expliquer. C'est pourquoi j'en arrive. Moi, je suis très attaché à la présomption d'innocence. Monsieur Abad est peut-être innocent, je n'en sais rien. Sauf que dans ce que vous dites, c'est incohérent. Non, parce que précisément, attaché à la présomption d'innocence. J'ai bien compris, mais sur ce sujet très délicat, qui est celui parce que une femme, quand elle est victime de violences sexuelles, bien souvent, elle intègre une forme de domination. Elle sait pas trop. C'est pas simple de faire cette démarche. C'est pas simple, y compris pour des questions même d'accueil dans les commissariats, de pouvoir aller déposer plainte. Donc il y a quelque chose de sensible. Soit on dit on laisse faire la justice et ça va traîner pendant un moment, et puis il y aura des déclarations et ça amènera comment dirais-je, une banalisation de ça. Et je crois qu'il faut aujourd'hui accepter. Monsieur Abad doit même l'accepter. J'ai envie de dire à travers ça, mais c'est d'abord en respect pour les femmes, sur le fait qu'à partir où vous êtes mis en cause de manière sérieuse. C'est pas seulement quelqu'un qui passe par là, que vous connaissez pas, qui fait une déclaration pour, remettre en cause votre trajectoire politique. C'est quand même des gens qui ont des choses précises et ils sentent même comme M. Abad. Donc vous voudriez qu'il anticipe ? Je pense que, surtout, dans cette histoire, quand même, les témoignages méritent d'être un peu affinés. Il y a quand même quelque chose en plus où la presse révèle qu'il y a quand même quelque chose qui circulait depuis un moment. Justement, l'autre question qui se pose subsidiaire, c'est est-ce que vous croyez le président quand il affirme qu'il ne savait pas la totalité de ce qui a été révélé à la fin par la presse, par Mediapart. Alors ça, c'est le deuxième étage de la fusée. C'est qu'en plus, on découvre, et je pense notamment à Madame la Première ministre qui a dit qu'elle a découvert ça dans la presse, l'entourage du président de la République qui semble un peu surpris, alors qu'en vérité, ce que nous disent certains de vos confrères aujourd'hui, c'est que manifestement, le président de la République savait cela, et même ce que nous dit la presse aujourd'hui, c'est que, notamment dans le groupe LR auquel participait Monsieur Abad, c'était connu qu'il y avait cette histoire. Et donc, il y a une légèreté, je pense, vis-à-vis du gouvernement. Et donc, vous les croyez ou vous les croyez pas? Non, je les crois. De toute façon, je les crois pas, mais c'est je lis la presse et je considère que c'est une forme de légèreté. Alors que ce qu'il faut faire, il faut clé rapidement, de manière exemplaire, pour laisser passer le message. Il y a une affaire qui vous a concerné, c'est celle de Taha Bouafs. Mais une dernière d'abord question sur ces supposées agressions sexuelles ont été signalées à l'Observatoire contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a 3 membres politiques sur 5 dans cet observatoire. Les 3 viennent de la gauche. Est-ce qu'on peut être sûr que c'est un observatoire qui est impartial ? Je sais pas, reste à savoir si après le travail qu'il fait, lui, il est basé sur des éléments objectifs. C'est un peu gênant des femmes. Si on ne sait pas. Non, mais si on ne peut pas assurer que c'est impartial, c'est difficilement crédible. Ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait des femmes engagées en politique là-dedans est plutôt une bonne chose. Je veux dire, ça montre... s'il y a une majorité, mais ça montre peut-être que les femmes qui se disent de gauche sont peut-être plus sensibles à la question. D'accord, c'est la conclusion que vous en tirez. Non, mais ce que je veux dire, la question, c'est est-ce que ce qu'elles disent est basé sur des faits, des déclarations de femmes. Ça, c'est la justice éventuellement. Mais j'entends bien, mais cet observatoire n'est pas une instance de justice. Cet observatoire est un lieu qui recueille la parole et qui se tourne vers les organisations politiques en disant « Cette femme nous dit cela, il faut le prendre au sérieux, que comptez-vous faire ?» Nous, on en a tiré des conclusions. En 5 jours, on a réglé une affaire. Alors que la personne... Vous êtes extrêmement dur avec Damien Abad, vous avez mis du temps, vous aussi, à en tirer des conclusions. Pardon. Et d'ailleurs, on peut quand même se demander... Non, Jean-Luc Mélenchon qui affirme qu'il ne savait pas, vous avez mis plusieurs jours. Combien ? 5 jours. Merci, ce que je viens de dire. Donc 5 jours pour régler une affaire. Et Jean-Luc Mélenchon affirme qu'il ne savait rien. Pardon, mais c'est quand même difficilement crédible. On a du mal à imaginer qu'il y ait un comité, la France Insoumise, qui travaille là-dessus et que le patron du parti ne soit jamais mis au courant.
pour une affaire aussi grave et aussi J'espère que vous le importante. croyez. Il y a une instance dans laquelle notamment il y a des femmes, vous en avez certaines sont exprimées, qui recueillent ces témoignages avec une certaine discrétion, qui immédiatement n'appellent pas Jean-Luc Mélenchon ou je ne sais trop qui pour dire t'es mis en cause ou telle personne. J'espère que quand même vous croyez ça sur le fait que pour pouvoir travailler sereinement, c'est-à-dire y compris vérifier, entendre la parole des femmes, se dire tiens quand même ce témoignage il a l'air d'être il a une réalité donc on peut le prendre à l'inverse, on peut considérer que c'est une faute de ne pas avoir mis le patron du parti au courant. non parce que sinon cette instance n'a plus aucune raison d'être. Je veux dire c'est pas une instance. Le problème de votre instance en fait c'est son opacité justement. C'est qu'on sait quasiment rien. On sait même pas s'il y a eu de nouveaux signalements à l'encontre de Tahabouaf récemment. Il y en a eu ou pas? De nouveaux signalements, non, je ne crois pas, mais parce que moi, je n'en suis pas membre de cette instance. Je ne suis pas membre de cette instance. Mais vous trouvez normal qu'on le sache toujours pas? Qu'on sache pas ça, qu'on sache pas s'il y a de nouveaux signalements qui sont transmis au parquet? Mais ça, c'est aux femmes de le faire. Et d'ailleurs, il me semble que c'est à votre comité de les aider, peut-être. Oui, mais c'est ce qu'elles font. Parce que là, on est à une situation sur Tahabouaf. Attendez, vous êtes en train de m'expliquer. Très graves d'agression sexuelle, possiblement de viol. D'ailleurs, on en a pris des conséquences. Et il ne se passe rien au niveau de la justice. Ça vous satisfait? Vous le savez, je ne sais pas. Non, mais attendez, moi je ne suis pas la justice. C'est bien ce que je vous dis, c'est le problème, c'est qu'on ne sache rien. Mais ça, c'est aux femmes d'en décider. Que ce soit géré par un comité opaque. Mais pas du tout, là vous mélangez deux choses. Attendez, soyons précis. C'est aux femmes de le faire. Et il me semble d'ailleurs que ce que nous faisons, ça a été dit, c'est d'accompagner les femmes pour qu'elles le fassent. Maintenant, c'est leur décision, d'accord? C'est leur décision. Ce que nous faisons, nous, qui ne sommes pas la justice, d'un point de vue politique, d'en tirer des conclusions aux antipodes de ce que fait le gouvernement. Il y a un témoignage jugé crédible, on débranche. Le gouvernement, lui, a un témoignage depuis un moment, il ne débranche pas. Chacun jugera qui prend les choses au sérieux. Ça n'est pas comparable, ou du moins c'est plutôt en notre faveur, face à un cas très délicat de quelqu'un qui peut être explosé pédiatiquement. Nous avons pris les mesures. Je ne sais pas si la personne... Chacun en tire les conclusions qu'il veut. Vous dites on fait des conclusions politiques, d'autres pourraient dire on attend des conclusions en justice. Et tant qu'il n'y en a pas et qu'il y a une forme d'impunité... On passe beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai assumé le fait que même si tout le monde il y a une présomption d'innocence sur ce sujet, vous savez, nul n'est irremplaçable. On peut se passer de M. Abad comme ministre le temps que ces accusations soient éclaircies. De mon point de vue, il ne crée pas la confiance vis-à-vis de nos concitoyens pour s'occuper en plus des solidarités quand de telles accusations ont lieu. Et quand on le sait en plus, que ce soit la première ministre ou le président de la République, on est irresponsable ou on méprise de la parole des femmes. Quand on a voulu faire de les violences contre les femmes la grande cause du quinquennat, là je suis en train de parler de Macron et du caractère tartuffe des choses. Mais enfin, passons sur les sujets. Je ne voulais pas parler du caractère tartuffe, mais de Pape Ndiaye, que vous connaissez bien. Nouveau ministre de l'Éducation nationale, vous avez tous les deux un passé d'historien, vous l'admirez, donc il va faire du bien à l'éducation nationale. Et là, ça, c'est tous les gens que j'admire ne feront pas nécessairement du bien à l'éducation nationale. Je ne sais pas si je l'admire d'ailleurs, je le respecte. Il a écrit de nombreux ouvrages, je pense notamment à un qui s'appelle La Condition noire que j'ai lu, qui est très intéressant. Donc je le connais comme historien dans ses travaux, je le connais même personnellement, un homme tout à fait respectable. Maintenant, il a fait un choix. C'est son choix de rejoindre un gouvernement dont je sais que la politique, jusqu'à présent, qui vous a surpris, et même, humainement, qui m'a surpris, mais c'est son affaire. Très surpris, je dois avouer qu'en regardant ça à la télé, je n'imaginais pas ça. Et je crois que de toute manière, il est là pour continuer des politiques qui ont été menées précédemment, dans lesquelles je ne me reconnais pas. La preuve en est, c'est que M. Jean-Marc Huard, peut-être que nos concitoyens ne savent pas qui c'est le nouveau directeur de cabinet de M. Pape Ndiaye, qui est un homme qui connaît bien la machine administrative, qui était le DGESCO, directeur général de l'enseignement scolaire, et qui était un très proche de Jean-Michel Blanquer. Donc, non seulement, ce que je veux dire, c'est que une chose est le ministre, qui est en quelque sorte le porte-parole d'un ministère. La question après, c'est qui, en coulisses, met en place des politiques. Et l'éducation nationale... Ça veut dire que c'est une marionnette, Pape Ndiaye? Je ne me permettrai pas de dire cela, mais j'ai peur que ces marges de manœuvre... Ou du moins, ce que je découvre, c'est que M. Pape Ndiaye a fait le choix d'être ministre pour continuer, du point de vue du caractère concret, la politique de M. Blanquer. C'est son choix. Je pense qu'il le fait en étant d'accord. Tout ce qu'il a fait pour l'instant, ses premiers pas, c'était avant-hier, il est allé dans le collège de Samuel Paty. Ça vous parle en termes de symbole? Oui, c'est très bien. Non, mais ça, c'est très bien, c'est très fort. Il a bien raison. Il a dit des choses tout à fait intéressantes dans la presse à ce sujet. Et si quelqu'un de mes amis ou moi-même me retrouvait à sa place, je dois avouer que c'est un beau symbole et peut-être qu'on l'aurait fait parce que ce qui s'est passé est non seulement un drame pour l'ensemble de la nation, mais en particulier pour ce que représente l'école dans la République qui en est un des fondements. Mais je veux revenir concrètement. Monsieur Macron est allé à Marseille pour dire qu'il faut l'autonomie des établissements scolaires. C'est une folie et je ne crois pas que Monsieur Ndiaye arrive comme ministre en disant nous allons abandonner ce projet de mettre tous les établissements scolaires en autonomie. Deuxièmement, nos enseignants sont les plus mal payés d'Europe. Je ne crois pas que M. Ndiaye ait rattrapé le retard qui a été pris, qui a fait que moins d'étudiants se tournent vers la profession.
Nous le proposons, la nouvelle Union populaire, d'avoir 19 élèves par classe, ce qui permettrait d'être dans la moyenne européenne, etc., etc. Et enseignants mal payés. Moi, On va lui laisser le bénéfice du doute puisqu'il n'a pas commencé quand même. Oui, mais le bénéfice du doute, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que je ne suis pas un gogo. Monsieur Ndiaye doit l'entendre. C'est pas parce que Monsieur Ndiaye arrive. En plus, c'est une marionnette, mais vous n'êtes pas un gogo. Là, je parle à mon sujet. Ouais. Monsieur Ndiaye me connaît et sait très bien ce que je suis en train de lui dire. C'est pas parce qu'il y a une œuvre intellectuelle que je trouve tout à fait intéressante. Je trouve qu'il vient là et je ne vois pas aucun signe, y compris dans, peut-être c'est un peu technique, mais dans ce qui est son directeur de cabinet, son équipe, qui marque d'un point de vue des décisions lourdes. Voilà. Et je connais bien la maison. Je suis moi-même enseignant depuis 1995 en lycée professionnel. Quand on vient avec cette équipe-là, Monsieur Huard, c'est pour mener la même politique que ce qu'ils ont fait depuis des années. Vous, justement, puisque vous voulez vous opposer à Emmanuel Macron. Au passage, de façon constructive, ou ce sera l'obstruction en permanence, en 2 mots? Ça dépend des sujets, mais oui, moi, donc ce sur sera la certainement retraite, l'obstruction, comme vous avez fait. Il le faut. Non, mais c'est pas une obstruction. Non, mais on va en respecter reparler. au moins mes idées. Je suis radicalement opposé à la retraite à 65 ans. Ceux qui voteront pour mes amis et moi savent que c'est farouchement la NUPES que vous avez créée, parce que vous venez de reprocher une forme d'incohérence à Emmanuel Macron, de cynisme même, vous dites parfois. Et c'est quoi la cohérence de la NUPES en fait, à part une volonté de gagner, mais quand on associe comme ça des partis, alors qu'il y a 2-3 mois encore, vous tapiez sur le PS en disant que c'était vos opposants et que c'était à peu près n'importe quoi. C'est 640 points d'un programme qui est publié, qui est en ligne, sur lequel nous avons discuté pendant des jours. Pouvez-vous me dire, madame, vous n'entendez pas l'OTAN, la retraite, le nucléaire? Non, c'est pas vrai. Sur la retraite et même sur les sujets que vous venez d'évoquer. Attendez, vous savez comment s'appelle l'attelage de Monsieur Macron? C'est Ensemble. D'accord? Oui, Est-ce que vous êtes capable